Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence métier du CFA-IGS, filière Banque Assurance Conseil. Alors, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Madame Béatrice Samuel. Bonjour Madame. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de nos étudiantes pour intervenir en leur compagnie sur cette conférence. Alors, vous êtes conseillère en banque privée à la Société Générale. 4 étudiantes ont préparé cette conférence avec vous et je vais immédiatement leur donner la parole et je vous retrouve tout à l'heure. Merci. Merci. Merci, Madame Lax. Bonjour, Béatrice. Bonjour, Kaza. Alors, tout d'abord, merci d'avoir accepté de participer à notre conférence. Alors, on va commencer par quelques petites questions. On va commencer d'abord par ton parcours professionnel. Alors, la première question, c'est quel a été ton parcours scolaire? Alors, le parcours scolaire a été une prépa HEC et puis ensuite rentrée à Dauphine en 3e année, donc pour l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui un Master 1, puis Master 2 en gestion de patrimoine. Suite à ça, un stage en entreprise qui m'a permis de rentrer sur le métier de conseiller en gestion de patrimoine. À la Société Générale? Alors, à l'époque, c'était chez SL. Merci. Ok, parfait. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus des différents postes que vous avez effectués avant, du coup, le poste de conseiller banque privée à la Société Générale? Alors, j'étais conseillère en gestion de patrimoine chez LCL à l'époque, quelques années en arrière. Il n'y avait pas d'intitulé banque privée. Pour ce métier, c'était surtout conseiller en gestion de patrimoine ou conseiller en investissement financier. Donc, j'ai commencé à ce métier-là chez LCL où je m'occupais des clients les plus aisés sur 5 agences du 94. Et ensuite, la création de la banque privée m'a permis d'être conseillère banque privée chez LCL. Et puis, suite à mes arrêts pour congé maternité, j'ai fait différents autres métiers, notamment conseiller professionnel, conseiller entreprise et directrice d'agence. J'ai aussi été formatrice chez Alcel où je formais les directeurs d'agence. Et puis ensuite, j'ai changé d'entreprise pour rejoindre le groupe Société Générale auprès du Crédit du Nord d'Apport et puis ensuite de la Société Générale, donc en tant que conseillère banque privée. Donc, je suis revenue à mon premier métier en quelque sorte. D'accord. Et ça fait combien d'années que tu exerces dans la banque? Ça fera bientôt 20 ans. J'ai commencé en 2003. Ah oui, 20 ans, oui. Ouais, ça fait bientôt 20 ans, ouais. J'ai commencé en 2003 mon premier poste de conseiller en gestion de patrimoine et après, voilà, plusieurs métiers au fil de ma carrière, mais toujours, essentiellement tourné auprès des particuliers, un petit peu des professionnels, mais j'avais été auprès des particuliers plutôt aisés. Alors, est-ce que vous pouvez du coup nous parler un peu des tâches que vous effectuez dans votre métier de conseiller banque privée? Alors, c'est assez varié. La démarche principale, c'est du conseil auprès d'une clientèle patrimoniale. Donc, ça va être une démarche plutôt proactive de prise de rendez-vous pour rencontrer les clients. Moi, je suis en poste depuis le mois de mars sur ce métier-là, donc je ne connais pas tout mon portefeuille de clients. Donc, je suis encore dans une démarche d'appel des clients pour me présenter, les rencontrer et leur apporter mes conseils. Ça passe par un bilan patrimonial, donc analyse de leur situation, de leurs revenus, de leur patrimoine immobilier, de leur patrimoine financier et voir quels conseils on peut pousser pour optimiser tous ces sujets. Donc ça, c'est le cœur du métier. Après, il y a aussi d'autres opérations ponctuelles, c'est-à-dire que les clients nous sollicitent
pour du conseil parce qu'ils vont avoir, par exemple, là j'ai une cliente qui a un redressement sur l'impôt sur la fortune immobilière, donc elle a sollicité un rendez-vous pour que je l'accompagne, non pas pour faire la déclaration, mais pour lui apporter des conseils pour qu'elle puisse la rédiger. Et puis après, il y a tout ce qui est sollicitation des clients pour des financements notamment. Donc, ça soit des prêts immobiliers, prêts consommation, découvert patrimonial et autres, autres opérations qui peuvent être sollicitées par les clients. Il y a toute une partie aussi conformité au niveau, plus la clientèle est aisée, plus on va avoir de sujets au niveau de la conformité, que ce soit sur la réglementation fiscale française, européenne, ou bien les normes Société Générale. Donc, ils nous demandent notamment d'avoir des bilans patrimoniaux pour les clients, certification de leur résidence fiscale, les différents justificatifs de pièces d'identité, justificatifs de domicile, de leurs revenus. Donc, voilà, recueillir et collecter tous ces éléments et puis rédiger des fiches de patrimoine pour nos clients, c'est aussi une partie du travail du conseiller banque privée. D'accord, merci pour la réponse. Alors, Béatrice, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le travail de conseiller en banque privée est au-dessus de celui de conseiller en gestion de patrimoine? Est-ce qu'il est? Je n'ai pas compris, Kana. Est-ce que le travail de conseiller en banque privée est au-dessus de celui du conseiller en gestion de patrimoine? Alors, c'est difficile de te répondre comme ça. Pour moi, il n'y a pas un métier qui soit au-dessus d'un autre parce qu'en fait, les deux sont très importants. La clientèle est plus aisée. Donc, si tu vois une hiérarchie par rapport aux encours des clients, de ce fait-là, oui. Par contre, il n'y a pas de hiérarchie entre nous, par contre, entre CGP et conseiller banque privée. Oui. Et l'un va pas sans l'autre. Parce que les clients, pour qu'ils deviennent banque privée, bien souvent, ils sont présentés par le conseiller en gestion de patrimoine, gérés par eux. Et c'est des clients satisfaits, gérés par ce conseiller CGP, qui vont ensuite pouvoir aller à la banque privée. Donc, c'est un maillon très important en fait, du chemin vers la banque privée pour le client. Je ne sais pas s'il est au-dessus. Par contre, il peut l'être, par exemple, en termes de délégation. En termes d'offres, parce qu'il y a plus de possibilités et un éventail des offres de produits et services qui est plus large. Parce que l'offre de la banque privée comprend celle du réseau, celle du CGP, plus celle de la banque privée. Donc, il y a davantage de produits et de services. C'est pas, pour moi, ce n'est pas au-dessus, mais c'est un élément préalable, le métier de CGP. Oui, je voulais surtout dire au niveau des responsabilités. Alors, voilà, plus la clientèle est aisée, plus tu vas avoir effectivement de responsabilités, notamment réglementaires. Ça, c'est le cas, effectivement. Et puis, le risque est plus important aussi, puisque les opérations sont de plus grande envergure, que ce soit les virements, les placements. Donc, il faut être encore plus averti, encore plus rigoureux sur la réglementation. Oui, d'accord, je vois. Et en termes de délégation, effectivement, les montants sont en rapport avec les avoirs des clients, en fait. Donc, plus la clientèle est aisée, plus les délégations sont élevées pour le conseiller. D'accord. Merci. Vous voulez savoir? Oui. Oui, je n'ai pas entendu. Kana, c'est ce que tu voulais savoir? Ah oui, oui, bien sûr, oui. Du coup, comme ça fait un moment que vous touchez au métier de conseiller banque privée et patrimonial, vous pouvez nous dire en fait comment vous organisez vos journées au quotidien? Alors, dans la journée, on commence comme un conseiller en agence par traiter les demandes urgentes, les dépassements clients s'il y en a, alors c'est assez rare, hein. Et les différents mails, donc dans la première demi-heure de la journée. Ensuite, je prépare les rendez-vous pour le jour et le lendemain. En étant assez... Ça, c'est un travail qui prend pas mal de temps, la préparation de rendez-vous, parce qu'il faut vraiment connaître parfaitement le client. Comme je disais tout à l'heure, moi, je ne les connais pas encore très bien par une prise de poste récente. Donc, la préparation des rendez-vous dure assez longtemps. Ça peut être plus d'une demi-heure par rendez-vous.
Et parce que en fait, dans la préparation, j'allais voir les avoirs du client, toute la situation juridique, son régime matrimonial, les enfants. Après, aller plus en détail des placements, des titres. Dans la partie assurance vie, tous les supports, l'historique du contrat, la clause bénéficiaire. Donc voilà, ça c'est un temps assez long pour avoir un rendez-vous efficace et montrer au client que je le connais bien et savoir éventuellement les informations qu'il me manquent et que je pourrais lui demander. Je vérifie aussi toute la partie réglementaire, toutes les pièces justificatives sont-elles au dossier. Et puis, donc ça, la préparation de rendez-vous. Après, évidemment, il y a les rendez-vous qui sont au moins 2 par jour en général, 2 à 3 par jour. Et puis, il y a, dans l'emploi du temps d'un conseiller banque privée, il y a pas mal de réunions, souvent en distanciel, sur les opérations marketing, sur la réglementation. Et en moyenne 2 réunions par semaine avec la direction banque privée ou bien la direction locale, sur notamment le pilotage de l'activité, donc les résultats. Donc le temps client, c'est à peu près 50% de la journée. Et le reste, voilà, réunion, préparation. Ça varie d'une journée à l'autre, hein, évidemment. D'accord, je vous remercie du coup pour cette réponse. Selon vous, quelles sont les qualités en fait nécessaires pour être en fait un conseiller en banque privée? Il faut être rigoureux. Déjà, il faut être rigoureux, extrêmement sérieux et rigoureux dans son travail. Il faut avoir une certaine aisance relationnelle avec les clients parce que leurs demandes peuvent être assez exigeantes. Donc, il faut pouvoir s'adapter au client, du client professionnel au client particulier, du client le plus averti à celui qui, au contraire, n'a aucune connaissance financière. Donc, il faut être curieux de notamment la macroéconomie et puis les marchés financiers. Il faut être assez dynamique parce qu'il y a un bon rythme de travail quand même entre les rendez-vous et le travail administratif. Comme ça, je ne vois pas trop encore. Je pense que la rigueur, c'est l'une des clés quand même. Un bon esprit d'équipe aussi. D'accord, merci Béatrice. J'ai une question. Est-ce que tu as des LAD qui te permettent de valider des prêts immobiliers ou des crédits consommation sans passer par la hiérarchie? Oui. Oui, effectivement, j'ai des délégations. J'ai des délégations d'un directeur de groupe, en fait. Donc, ma hiérarchie, c'est au-delà des montants que peut avoir un directeur de groupe. Donc, prêt immobilier, crédit de consommation. Après, il y a certaines opérations qui nécessitent quand même une validation pour passer. Parce qu'il y a des opérations qui, techniquement, demandent quand même une validation, même si je peux avoir les LAD. Et après, on a des montants de remboursement aussi clients, par exemple sur les frais, différents niveaux de rétrocession, qui sont aussi assez importants à la banque privée. Par exemple, c'est 1 500 € par an par client. Donc, ça permet de rembourser des erreurs, faire un geste commercial. On a des LAD assez importantes. Ouais. Je n'ai pas très bien entendu, c'est 1 500 €? Pardon? Je n'ai pas entendu ça un petit peu. Quelle partie tu n'as pas entendu? Comme tu as dit, c'est 1 500 € par client et par année, c'est ça? Et par an. Et par an, par année. D'accord. Des délégations aussi pour les découverts patrimoniaux, les DCS. Ah, d'accord. Merci pour votre réponse. Étant donné que vous avez exercé les 2 métiers, c'est-à-dire le métier de conseiller en gestion de patrimoine et le conseiller en banque privée, est-ce que vous pouvez nous dire les similitudes et les différences entre les 2 postes du coup?
La grande différence, ça va être l'offre, puisqu'en banque privée, il y a une offre de produits, que ce soit des produits structurés, la diversification des produits immobiliers qui sont différents. Donc l'offre est plus riche, il y a plus de produits et de services pour nos clients. Notamment, on travaille ce qu'on appelle en architecture ouverte, c'est-à-dire avec d'autres maisons de gestion que celle de la Société Générale. Notamment sur les FCPI, FCPR, où on peut travailler avec Odo, une autre société qui s'appelle Apax. Bon, voilà, on a plus de possibilités. Et puis après, c'est pour le client, la différence, c'est une certaine reconnaissance d'être géré par un conseiller banque privée par rapport à un conseiller en gestion de patrimoine. Souvent, ils sont un petit peu plus confiants dans nos connaissances techniques, juridiques, fiscales, financières. Et pour eux, c'est aussi un certain prestige d'être géré à la banque privée. Après, il y a peut-être d'autres différences, mais bon, là, comme ça, c'est celle que je vois. Le service à la Société Générale est payant aussi, banque privée, par rapport au conseiller en gestion de patrimoine. Donc, pour le client, je pense que ça donne aussi la preuve d'une expertise supplémentaire. Et la différence importante qu'on leur présente, c'est le nombre de relations. C'est-à-dire qu'on a moins de clients à gérer parce qu'évidemment, il faut avoir davantage de temps à accorder à chaque client ou groupe familial. Donc ça fait aussi une différence. Parfait, je vous remercie pour votre réponse. Est-ce que vous pouvez nous donner, en fait, si vous le voulez bien, vos objectifs, en fait, par rapport, du coup, à un conseiller en gestion de patrimoine? Alors là, c'est vaste comme ce sujet. Pour comparer à un conseiller en gestion de patrimoine, j'aurais du mal parce que je connais pas les objectifs des conseillers en gestion de patrimoine. Mes objectifs comme ça, moi par exemple, je dois remonter par recommandation des conseillers en gestion de patrimoine 20 clients pour un montant de 10 millions d'euros chaque année. En produits structurés, j'ai un objectif qui varie entre 1,2 million et 1,5 million euros par trimestre. En gestion sous mandat, on est sur 6 millions d'euros de capitaux à placer en gestion sous mandat. Qu'est-ce qu'il y a encore en fonds commun de placement à risque? FCPI, FCPR, on est de mémoire à 600 000 euros par an. C'est normal, ça c'est moins important parce que c'est toujours des petits tickets pour les clients. En fonds immobiliers, on doit être à 1 million d'euros, entre 900 000 et 1 million d'euros par conseiller. Qu'est-ce qu'il y a encore comme sujet? Voilà, ça fait beaucoup de choses déjà. Je réfléchis. Il y a des fonds aussi, ce qu'on appelle les fonds flexibles, qui soient maison ou autre société de gestion. Ça, j'ai plus en tête. Je crois que ça doit être de l'ordre de 800 000 euros, 800 à 1 million d'euros. Tout ça, c'est pour l'année. Donc après, il faut faire des rendez-vous très régulièrement pour avancer régulièrement dans ces ambitions-là. Oui, on peut dire que c'est source de stress, tout ça. Ce métier, les objectifs à atteindre. Alors, il y a beaucoup de responsabilités dans ce métier. Les clients sont très exigeants. La hiérarchie attend beaucoup parce que forcément, comme on s'occupe de la clientèle la plus aisée, c'est celle qui apporte le plus de PNB. Donc, il ne faut pas se rater, comme on dit. Perdre un client, ça signifie perdre beaucoup de PNB. Donc, avec l'expérience, on apprend à gérer toutes ces questions-là et à ne pas être stressé au quotidien. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets oui, voilà, il y a beaucoup de pression, quoi. Les chiffres en font partie aussi. Après, bon, quand on a l'habitude, ça se fait au fur et à mesure de l'année. Donc, voilà. Faut pas penser aux chiffres annuels, quoi. Mais oui, c'est un métier assez stressant, ouais, quand même. On peut pas dire le contraire.
Oui, et justement, est-ce que ces chiffres, ils sont difficiles à atteindre? Et, Oui, c'est quand même. Alors, c'est pas, c'est réalisable. Maintenant, il faut un rythme de rendez-vous assez important. Il faut des nouveaux clients aussi, parce que le portefeuille client ne permet pas de réaliser ces chiffres. Il faut de nouveaux clients en plus des clients actuels. Et puis, il faut aussi comment dire, utiliser tous les outils, la signature électronique, les rendez-vous à distance, en présentiel. On ne peut pas faire que des rendez-vous en présentiel pour pouvoir avoir faire des arbitrages ou ce genre de choses. Fait aussi beaucoup par téléphone pour ne pas perdre trop d'énergie et de temps dans des déplacements. Donc, il faut utiliser plusieurs moyens. Mais je ne pense pas que ce soit difficile à atteindre, mais c'est un investissement important en tous les cas. Comme je n'ai pas encore fait une année complète, je te dirai en fin d'année si ça a été atteint ou pas. Mais au rythme actuel, pour l'instant, ça fonctionne. Ok, donc du coup, d'après votre expérience et le fait que vous avez touché aux deux métiers, est-ce que vous pouvez du coup nous dire, pardon, si selon vous, le conseiller en banque privée a une charge de travail plus importante qu'un conseiller en gestion de patrimoine? Je ne saurais pas te dire parce qu'on a tous une charge de travail assez importante, je pense. C'est compliqué de se rendre compte. Je sais qu'il y a des sujets qui sont ceux de la banque privée qu'il n'y a pas en agence auprès du conseiller en gestion de patrimoine. Donc, on a des sujets supplémentaires, notamment principalement au niveau de la réglementation. Moi, quand j'étais conseiller en gestion de patrimoine, je trouvais que je peux pas me rendre compte si c'est vraiment plus intense ou pas. Enfin, voilà, c'est impossible de répondre, en fait. Dans tous les cas, il faut être extrêmement organisé et rigoureux. Et ça dépend aussi peut-être du secteur, avec le nombre de clients que chacun peut avoir, et les secteurs avec des portefeuilles plus ou moins lourds. Voilà, si dans ton équipe, une personne n'est pas là, ça va être plus difficile, alors que si tous les postes sont staffés, ça se passera un peu mieux. Enfin, il y a beaucoup de facteurs qui jouent. C'est compliqué de répondre à ça. Pour moi, on a tous beaucoup de travail. Je ne ferai pas de... Voilà. Je peux pas me rendre compte. Excusez-moi, vous m'entendez? Oui, très bien. Parce que j'entends très mal depuis tout à l'heure, mais j'ai aussi vu que d'après votre présentation, j'ai vu que vous avez fait 20 ans d'expérience en banque. Vous n'avez jamais eu envie de changer? J'ai déjà été approchée par, tu penses à des conseillers, des cabinets de conseil, par exemple, D'accord. en gestion de patrimoine, ou c'est à ça que tu fais référence? C'est ça. Oui, c'est ça. Moi, j'ai déjà été approchée par des cabinets de conseil qui m'ont fait des propositions, mais en fait, mon parcours en banque se passait bien, j'ai fait des métiers différents et pour moi, c'était satisfaisant, donc j'ai pas eu cette envie-là jusqu'à présent. Mais c'est une autre façon de voir le métier. Le cabinet de conseil fait davantage de conseils. Par contre, il y a beaucoup plus de recherche, de conquête pour aller chercher les capitaux et les clients. Alors que nous, on a déjà les clients, en fait, il s'agit de les travailler, mais ce n'est pas la même démarche. Mais par contre, on a tout l'aspect bancaire qu'ils n'ont pas, financement, par exemple. Donc, c'est un métier différent. Je ne l'exclus pas pour la suite, pour tout te dire. Peut-être qu'un jour, je le ferai. Mais c'est pour l'instant, le poste en banque me convenait bien. Ok. C'est une question intéressante. Oui. C'est une autre façon de faire le métier. Bien sûr. Et comment vous voyez votre avenir au sein de la Société Générale? J'aimerais bien progresser vers une clientèle encore plus aisée. Ou bien être ingénieur patrimonial, c'est-à-dire axé principalement sur le conseil.
Les ingénieurs patrimoniaux qu'on appelle IP à la Société Générale rencontrent beaucoup de clients, mais ils n'ont pas de portefeuille client. Ils apportent le conseil et ensuite, c'est le conseiller banque privée qui va prendre la suite. Et ça, c'est un métier qui pourrait m'intéresser. Vous avez déjà fait vos recherches pour le métier d'ingénieur patrimonial ou vous avez déjà eu l'occasion d'échanger avec eux tout simplement pour voir la vision du métier? Je travaille avec eux en fait et je vois la façon dont ils travaillent et ça pourrait m'intéresser pour la suite. Ouais. Très bien. Et vous connaissez le niveau d'études nécessaire pour devenir ingénieur patrimonial? Oui, c'est un master en gestion de patrimoine, donc c'est Bac+5 ou école de commerce. Et la plupart du temps, ça peut aussi être des niveaux de diplôme de droit civil, droit de la famille, droit fiscal. Il y a plusieurs, c'est Bac+5 minimum. Il peut y avoir plusieurs diplômes qui correspondent. Donc, moi, je pourrais, voilà, j'ai ce diplôme-là de Dauphine et j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais j'ai fait l'OREP à Clermont-Ferrand il y a 3 ans, qui est aussi une formation de gestion de patrimoine assez réputée. Ah, je ne connaissais pas, c'était quoi? C'est un bon établissement? Oui, c'est l'université de Clermont-Ferrand, ça s'appelle l'OREP, AUREP, et c'est en fait... excusez-moi, alors vous avez dit AU? REP. Ok. Tu regarderas sur Google, ils font beaucoup de publications, d'articles sur la gestion de patrimoine. Oui. Il y a notamment l'un des pionniers, le doyen de cette faculté qui s'appelle Michel Olanier, qui est en fait le créateur des formations de gestion de patrimoine. C'est lui qui, dans les premiers, a dévié du droit pour faire un mix entre la finance et le droit et créer ces formations dont votre école est un petit peu l'héritière aujourd'hui de votre formation. Il a créé ça il y a une centaine d'années à peu près et il est toujours professeur là-bas. Ok. Une formation qui est très axée sur le dirigeant d'entreprise. Parce que c'est une partie du métier qui est très spécifique, conseiller le dirigeant. Oui. Et cette formation est énormément axée là-dessus. Et en fait, quand on monte dans la banque vers une clientèle plus aisée, on rencontre beaucoup de dirigeants d'entreprise, c'est eux qui ont le capital aujourd'hui. Quand ils vendent leur société, ils ont besoin d'énormément de conseils pour leur retraite et pour bien placer les fonds. Okay. Et c'est une clientèle importante dans la gestion de patrimoine. Comment? Ah, non, il y a un bug, donc peut-être que vous m'avez entendu. J'ai rien dit. Mais du coup, j'avais également, parce que depuis tout à l'heure, je prends des notes. Enfin, les missions, les objectifs qu'on vous demande, pour moi, ça a l'air assez incroyable. Donc, c'est pas stressant. Le fait de se dire que l'année vient de commencer, on a déjà des objectifs à faire. Et les objectifs dont vous avez parlé, c'est par conseiller ou c'est par agence? C'est par conseiller. Par conseiller? Oui, c'est par conseiller, oui. En fait, tu sais, les objectifs, si tu as un tempérament commercial, que tu aimes vendre, c'est pas, il ne faut pas voir ça comme une chose négative, mais plutôt comme un objectif à atteindre. Ça donne des perspectives. Et quand tu sais que tu es à 30% de tes objectifs ou 50% de tes objectifs, etc., ça motive pour continuer. Donc, c'est pas, moi, je ne le vois pas comme quelque chose qui m'empêche de dormir. C'est plutôt une ligne directrice pour que je puisse savoir où j'en suis et ce qu'il me reste à faire pour mon année. Ah, ok. C'est des montants importants, mais parfois, tu peux avoir une présentation d'un client, tu vas faire 1 million, 2 millions d'euros d'un coup. Donc, certes, ça va se faire en plusieurs rendez-vous, mais sur un client, parfois, on peut largement avancer le sujet des objectifs. Ok. Et vous savez, actuellement, avec la crise, vous savez, il y a eu le Covid, etc. Je sais que on a parlé d'objectifs de placement. Comment font vos clients en rendez-vous quand vous leur parlez de placement par rapport à leur assurance vie et par rapport au fait que vous devez quand même mettre, j'ai noté, placer 600 000 en placement risqué? Ah, c'est plus que ça, parce que placement risqué, ce que j'appelle le capital risque, c'est-à-dire que c'est les fonds d'innovation, investissement au capital de société. Oui. Et ça c'est une petite partie des investissements, c'est-à-dire qu'on va
Si tu veux, ça va être pour 10% par exemple du contrat des clients. Pourquoi les clients acceptent ça? C'est fonction de leur horizon d'investissement. S'ils n'ont pas besoin des capitaux et qu'ils recherchent une performance importante, c'est des fonds qui sont rémunérés entre 7 et 10% annuels. Donc, pour le client qui va avoir 100 000 euros à placer, moi, je vais proposer 10 à 15 000 euros sur ce type de placement, mais qui correspond bien à une partie dont le client ne retirera pas pour ses projets et qui va rester pour finaliser le contrat. C'est une petite partie piment en fait dans le contrat, voilà, dans la recette de cuisine, pour aller chercher plus de performance au global. Donc voilà comment on le propose. L'inflation, alors la crise a fait que les clients n'avaient pas placé pendant longtemps, donc ils ont encore quelques liquidités à placer. Et puis l'inflation fait qu'ils sont conscients qu'il faut qu'ils placent un peu plus long terme et un peu à risque pour gagner plus. C'est comme ça que vous présentez. Donc ils comprennent et oui, en global, c'est comme ça. Ok. Alors moi j'ai une question là, c'est vraiment pour moi, ça va m'aider. Actuellement, je suis conseillère premium à la Société Générale. Vous leur dites quoi aux clients qui, des fois pour la régularisation, tout ce qui va être, j'ai oublié, vous savez, quand on leur demande des documents, parce que il les manque sur Harmonie, je ne sais pas si vous avez aussi ce logiciel-là. J'ai un travail très important là-dessus. Leur dire quoi pour leur expliquer pourquoi on a besoin des documents? Oui, alors qu'ils sont clients depuis 20 ans et ils posent des questions. C'est pas évident. C'est pas évident parce que moi, j'ai en plus une clientèle qui est un peu plus âgée que la tienne, je pense. Donc, ils ont encore, ils ont plus de réticence, ils sont plus inquiets. Et l'idée, c'est de leur expliquer que la réglementation bancaire s'impose à nous et qu'on doit de toute façon, nous, répondre à ce que l'AMF ou la CPR nous demandent. Donc, on comprend que ça puisse être embêtant. On leur demande pas ces documents dans l'urgence, mais voilà, je leur demande une première fois. Si je ne l'ai pas, on leur demande une seconde. Et après, j'ai un certain nombre de courriers types qu'on peut envoyer en lettres classiques ou en recommandé avec accusé de réception, avec les extraits, en fait, des articles de loi qui précisent et leur permettent de justifier pourquoi on a besoin de ces documents-là. Donc, les étapes, c'est on va demander gentiment, on va expliquer pourquoi et après, on écrit. Okay. Il ne faut pas que ça non plus que ça braque le client, mais pour autant, c'est une obligation. Donc, il faut qu'ils comprennent qu'il faut fournir ces éléments-là. Sachant que toutes les banques leur demandent. Donc, s'ils sont surpris la première fois, ils ne le sont pas après parce que c'est quand même, c'est pas une nouveauté et c'est pas seulement la Société Générale qui travaille comme ça. C'est ça. Mais après, ils viennent souvent à l'accueil, ils disent non, c'est la première fois que j'entends ça. Enfin bon, après, c'est les clients. Ils font toujours ça. C'est ça. Mais il faut rester ferme parce qu'on n'a pas le choix en fait. Il nous faut ces documents. Donc, la finalité, si on n'a pas les documents, c'est la fermeture du compte. Donc, c'est bien dommage d'en arriver là. J'avais une question d'une de mes camarades qui n'est pas présente. Pas qui n'est pas présente, mais elle ne peut pas parler parce que je pense qu'elle est en poste. Elle vous demande par rapport à la formation. Vous savez, c'est la première question que je vous ai posée par rapport aux études. Alors, elle vous demande comment vous avez effectué cette formation. Est-ce que vous l'avez fait en même temps que vous travaillez chez LCL à l'époque, c'est ça? Alors, Dauphine, je l'ai fait avant. J'ai été étudiante et j'ai après pris mon poste après mes études. Oui. Par contre, la formation de Clermont-Ferrand, je l'ai fait en formation continue en même temps que mon poste. Et donc, j'allais passer des semaines entières à l'université à Clermont pour passer le diplôme. Et c'était 8 semaines. Ok. Et c'était sur mon temps de travail puisque c'était financé par mon employeur. 8 semaines. Vous avez acquis quel diplôme avec OREP? Master en gestion de patrimoine. Ah, vous avez eu un autre, vous avez deux. Oui. Mais en 8 mois? En 8 semaines, parce que si tu veux, comme j'avais déjà un diplôme et que je suis en poste, c'est des formations un peu, pas allégées, mais tu vas à l'essentiel par rapport à une formation classique. Il y a beaucoup moins d'heures de formation parce qu'on va directement sur l'aspect le plus technique. Comme on sait, on a déjà une bonne partie des connaissances, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, et donc c'est une spécialisation.
C'est des formations continues, donc elles durent moins longtemps que pour les étudiants classiques, c'est pour des professionnels. D'accord, ok. Ça veut dire que le REP, ils prennent en général que des professionnels, des personnes qui ont déjà de l'expérience. Il y a les deux, mais c'est pas les mêmes durées de formation. Ah, je suis vraiment désolée, hein, mais je ne sais pas si c'est moi, mais c'est bug, je ne sais pas. Je disais, ils prennent à la fois en formation continue et en formation classique. La formation continue, c'est pour les professionnels et la formation classique pour les étudiants qui sont dans leur cycle universitaire. D'accord. Et la durée de la formation n'est pas la même. D'accord. Et ça a un coût, comme une école de commerce? Oui, c'est un coût, bien sûr. Oui, c'est un coût. Alors que je ne connais pas parce que c'est l'employeur qui l'a réglé pour moi. Mais oui, c'est un coût. Oui. Élevé d'ailleurs. Je me doute, une école comme ça. Alors, est-ce que j'avais noté toutes mes questions? Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Moi, je les recherche, mes questions. J'en avais noté. Moi, madame, j'avais une petite question. Tout à l'heure, vous avez parlé un peu du coup du portefeuille, mais on voudrait savoir en fait un peu plus en détail si par rapport du coup à un conseiller en gestion de patrimoine, si votre portefeuille est un peu plus allégé. Oui. J'ai beaucoup moins de clients. Je dois avoir, moi, j'ai 245 clients, ce qui est déjà beaucoup. Et je crois qu'un conseiller en gestion de patrimoine en a au moins le double, hein, je pense. Donc, oui, c'est très allégé même. Et du coup, par rapport du coup à à ce portefeuille un peu plus allégé, est-ce que pour vous, ils sont un peu plus exigeants que ceux que vous avez eus dans un portefeuille en gestion de patrimoine ou ils le sont moins du coup? Oui, ils sont plus exigeants. Ils sont plus exigeants parce que plus ton patrimoine est important, plus tu es exigeant. Parce que les sujets sont plus importants, notamment en termes de fiscalité, transmission. Donc oui, ils sont plus exigeants. Ils sont mieux renseignés parce que généralement, ils vont avoir un avocat, un notaire. Ils sont mieux entourés de professionnels. Et puis aussi, parce que le conseil est payant, en l'occurrence, il paye pour être géré en banque privée, donc ça les rend aussi un petit peu plus exigeants. Il y a plusieurs raisons à cela. Et du coup, vous pouvez nous dire à peu près en moyenne quelles sont les demandes qui reviennent le plus, les Les demandes demandes clients? qui reviennent le plus, Oui. j'arrive pas à placement. Placement et modification des placements existants pour gagner davantage. Et puis, ils veulent beaucoup en ce moment, c'est les inquiétudes sur les marchés financiers. Donc, conseil sur la bourse. Et après, c'est fiscal. Ça va être sur optimiser leur transmission, leur succession, tout ce qui va être leur impôt sur le revenu aussi. Donc, c'est conseil fiscal, conseil placement, ce qui revient le plus. Je vous remercie pour cette réponse. J'avais une petite question du coup. Vu la crise qu'on a eue et qui est encore là, est-ce que du coup vos méthodes de travail ou vos approches clients ont changé, ont évolué par rapport du coup aux nouvelles demandes et aux nouvelles craintes des clients qui se sont créées? Oui, déjà, on travaille beaucoup plus en distanciel qu'avant. Ça, c'est un peu l'époque qui veut ça, mais la crise a accentué ça. Et puis, les clients sont en attente de produits qui offrent aussi plus de protection, de garantie en capital, parce qu'ils sont un petit peu plus inquiets des marchés après avoir connu plusieurs crises récentes. Donc, on s'adapte aussi à ça. Le point de départ, c'est l'analyse de leur profil investisseur. Et à partir de là, on se rend compte depuis plusieurs années qu'ils sont davantage inquiets et donc on va aller chercher plus de protection en capital. D'accord. Et actuellement, tu avais une autre question, Bintou?
Non, ok. Alors, actuellement, vous travaillez en agence ou vous êtes dans des locaux séparés? Alors, j'ai un bureau dans les locaux de la direction régionale. Donc, on a un bureau banque privée, mais l'essentiel de mon temps se fait dans les agences pour rencontrer mes clients. D'accord, Donc, vous j'ai ne rencontrez pas un dans le bureau, mais où je ne reçois pas de clients. Et Ah. je vais dans les agences pour recevoir ma clientèle. Ok, alors j'ai également une question qui m'intéresse. Là, c'est par rapport au fait que Société Générale, début 2023, va changer vu qu'on rachète Crédit du Nord. Comment l'avenir du métier de conseiller en banque privée va être suite à la fusion des deux banques? Le métier ne va pas beaucoup changer niveau banque privée parce qu'il a déjà changé il y a quelques années. D'accord. En 2010. Mais c'est un afflux de clientèle qu'il va y avoir. Donc, je pense qu'il va y avoir un besoin de gérer une clientèle qui est plus haut de gamme au Crédit du Nord qu'à la Société Générale. Donc, je pense que c'est le métier de CGP qui va évoluer par contre. Et peut-être celui de banque privée en ayant peut-être au départ davantage de clients, le temps que les collègues du Crédit du Nord connaissent les process et les outils de la Société Générale et qu'on puisse créer cette nouvelle banque. Donc, c'est, à mon avis, pas une évolution à court terme, mais à moyen terme, ça peut changer. D'accord. Ok. D'autres questions? Moi, j'avais une question, Béatrice. Tu nous as parlé en fait des frais au niveau de la banque privée. Est-ce que des fois, tu peux avoir des clients qui sont assez réticents pour pouvoir payer ces frais-là? Parce que c'est vrai que nous, en termes de CGP, ils ont les frais bancaires liés à leur carte, liés à l'utilisation de leur compte, mais ils n'ont pas de frais par rapport au conseil que le CGP va leur donner. Et vu qu'il y a cette différence-là entre le CGP et la banque privée, est-ce que tu n'as pas des clients, parce que par rapport aux recommandations que le CGP fait à la banque privée, donc pour monter en fait le client en banque privée, est-ce que tu n'as pas des réticences ou des clients qui ne veulent pas payer? Est-ce que tu as la possibilité de lui offrir les frais ou pas? Voilà. Alors oui, bien sûr, j'en ai certains qui sont réticents. Alors quand ils viennent à la banque privée, mais même quand ils y sont déjà, on peut faire des dérogations pour Alors c'est 500 € par an par client pour t'indiquer des montants. On peut faire des dérogations jusqu'à 50% pour faire par exemple 500 € pour un couple. Ça va dépendre en fait des avoirs du client et du PNB qui nous rapporte la possibilité d'avoir ce type de dérogation. Et on le fait aussi souvent quand on prend en charge le client la première année. Sur un modèle un petit peu testé nous, on fait un tarif spécifique et après, ça sera un petit peu plus important. Pour expliquer aux clients les raisons, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai moins de clients, j'aurai plus de temps à vous accorder, plus de conseils. Aussi, on va leur expliquer que les produits qu'on propose peuvent être moins chargés en frais. Donc, à la fin, ils vont s'y retrouver en tarification. Et puis, ça m'est déjà arrivé de dire à un client qui voyait son avocat pour un oui ou pour un non. Et je lui disais, écoutez, moi, ce que je vous coûte à l'année, c'est même pas 2 heures d'avocat. Donc, vous voyez, finalement, c'est pas si cher quand on ramène ça à ce que vous coûte votre comptable, votre avocat ou le notaire, même que vous allez aller consulter pour une question. Donc, comme on a cette capacité de conseil, même si on n'est pas le professionnel juriste, on peut leur traduire comme ça aussi les frais. Mais bien sûr, il y a des clients réticents, mais ce n'est pas forcément un problème pour autant. Ce n'est pas un problème qu'on a au quotidien. D'accord. Ok, merci pour cette question. J'aimerais juste aussi vous poser une autre question, mais c'est juste pour éclaircir parce que j'ai pas très bien compris. Donc, vous avez fait une formation donc un master 2 donc en gestion de patrimoine. Et après, par contre, vous avez repris donc une formation en gestion de patrimoine à l'université Clermont-Ferrand, donc la UREP, si j'ai bien compris. Ouais. Une formation que vous avez fait en continu pendant 8 semaines, mais ça vous a donné encore l'équivalence d'un master gestion de patrimoine. Ouais. D'accord, Oui, donc c'est l'équivalent de 2 masters en fait en gestion de patrimoine.
Oui, mais il s'est passé un peu de temps entre le premier et le deuxième. D'accord, ok. Donc, c'était pour actualiser. C'était plus une actualisation. Exactement. Voilà. Ok, d'accord. C'était juste ça que je voulais éclaircir parce que… Le premier, je l'ai eu en 2003. Donc, si tu Ah oui, regardes, oui, tu vois, d'accord. le deuxième en 2018. Donc, entre-temps, les lois avaient un petit peu changé. Ok. Et il y avait pas mal de choses qui étaient à mettre à jour. Et même pour moi, mon diplôme, il se valorisait un peu moins en étant ancien. Donc, c'était bien d'en repasser un. D'accord, oui, donc je comprends mieux parce que j'avais cru comprendre que voilà, c'était vraiment deux masters, mais c'est vraiment une actualisation pour connaître bah, les nouvelles Ouais, informations en termes de ouais, réglementation. ouais, Ok, ouais. d'accord. Bah, merci pour cette question. J'avais aussi une autre question, puisque, mais là, je sors un peu du cadre banque privée, puisque j'ai vu que dans votre parcours, vous avez fait aussi du professionnel. Mm. Est-ce que, même si c'est vrai que on est dans le thème de la banque privée, mais je voulais juste que vous puissiez, vu que vous avez cette expérience, nous apporter un peu plus d'informations, parce que je sais que nous, en tant que conseiller gestion de patrimoine, je sais qu'au niveau des évolutions dans la banque, on peut passer justement du client particulier au client professionnel. Est-ce que vous, ça vous a apporté, est-ce que ça a été assez facile? Est-ce que ça a été compliqué? La clientèle professionnelle face à la clientèle particulière, est-ce que c'est deux mondes différents ou ça se rejoint un peu? Oh, bah, tout se rejoint à la fin, mais j'ai trouvé cette clientèle très intéressante parce que suivre les projets d'une entreprise, ce n'est pas la même chose que suivre les projets d'une famille ou d'un particulier. Donc, le professionnel va droit au but, il décide assez rapidement et une relation de confiance est plus établie entre le professionnel et la banque qu'entre le particulier et la banque. Le particulier nous considère beaucoup moins qu'il y a quelques années, alors que pour le professionnel, on est encore un partenaire très important dans la vie de sa société. Donc, la relation déjà est un petit peu différente. Et puis, pour moi, ça a été un vrai plus dans ma carrière, parce que comprendre le professionnel et savoir lire un bilan, ça m'a beaucoup servi ensuite, notamment parce que beaucoup de nos clients particuliers détiennent leur patrimoine via des structures, sociétés civiles, holding. Et pour ça, là, c'est les règles du professionnel qui interviennent. Donc, il faut les comprendre pour pouvoir bien conseiller le client. Et moi, j'ai aussi placé beaucoup de produits à des personnes morales que détenaient mes clients, en fait, dans lesquels ils étaient associés. Donc, je pense que c'est une part importante et c'est une formation importante à avoir dans sa carrière. Ça permet vraiment de bien parler à un client professionnel, même de sa partie privée, quand on comprend les chiffres, l'évolution de sa société. Voilà. Donc, pour moi, c'est assez incontournable. Parce que justement, je vous posais cette question parce que je sais que par rapport à la fusion donc entre Crédit du Nord et Société Générale, les conseillers justement professionnels seront amenés à traiter aussi le côté privé donc, du client. Donc, c'est pour ça en fait que je posais cette question parce que nous aussi, en tant que conseiller gestion de patrimoine, plus tard, on sera amené en fait à traiter avec des chefs d'entreprise. Certes, on ne traitera que leur partie privée, mais c'est vrai qu'avoir cette expérience-là en professionnel nous apportera sûrement un plus ou en tout cas une plus-value par rapport à nos connaissances face aux clients. Et donc, voilà pourquoi je vous posais cette question. Mais c'est certain. Parce que toute la vie de l'entreprise impacte le dirigeant, que ce soit la croissance, les difficultés, ou au contraire, quand ça se passe bien, les dividendes peuvent être servis. Et la transmission de l'entreprise, c'est un moment très important. Donc, c'est sûr que ça va avoir un impact. Et puis, les conseillers professionnels du Crédit Nord connaissent très, très bien ce domaine. Peut-être un peu moins la partie privée. Donc, travailler ensemble permettra de maîtriser tout l'univers de ce client-là. D'accord. Et justement, le fait que vous êtes passé donc, du particulier au professionnel, ça ne vous a pas pénalisé dans les premiers temps, puisque là, on voit que maintenant, tout se spécialise, puisqu'on a un master CGP, il y a aussi des masters spécialisés dans le domaine professionnel. Ça n'a pas été pénalisant de passer d'un domaine à un autre, même si ça reste dans le domaine de la banque, hein, mais ça n'a pas été pénalisant pour vous de passer du particulier au professionnel? Non, c'était une formation ou… C'était pas pénalisant, mais c'était un peu difficile parce qu'il y avait beaucoup de connaissances à acquérir.
Mais c'était un vrai challenge et très intéressant. Et au contraire, ça m'a rajouté après une compétence. Et finalement, je me suis aussi rendu compte de ce que je préférais, c'était avoir ces deux capacités, mais gérer la clientèle haut de gamme au niveau banque privée. Donc, ça me sert aujourd'hui et ça a plutôt été apprécié dans mon parcours, en fait, par mes employeurs. Mais c'est vrai que il fallait apprendre beaucoup de choses. Oui, j'imagine, parce que c'est pas du tout le même, c'est C'est pas, pas la même chose. voilà, c'est pas du tout la même chose. Et puis même nous, on le voit en tant qu'étudiant, il y a 2 masters qui sont spécialisés, donc un CGP et un Master Pro. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses à assimiler. Ouais. Donc voilà. Mais vous avez un parcours très, très intéressant et très enrichi. Merci. Moi, c'est les questions que j'avais à poser. Je ne sais pas si mes camarades avaient peut-être d'autres questions. Vous avez fait 2 banques. Quelle est, d'après vous, la différence entre la LCL, LCL, Société Générale? Excusez-moi. Ouais, La différence, il n'y en a pas. C'est un peu les mêmes réseaux. C'est des réseaux de banque de détail, donc il n'y a pas beaucoup de différence. L'expérience LCL Banque Privée elle datait de plus, comment dire, ils avaient créé la banque privée avant, donc elle était peut-être plus déployée. d'accord. Mais je vois pas trop. Non, c'est assez proche quand même comme façon de travailler. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Même au niveau des logiciels? Comment? Même au niveau... Alors, oui, les outils, c'est un vrai sujet, effectivement. Ils étaient beaucoup plus modernes chez LCL. Mais bon, en fait, c'est pas tellement le fait d'LCL, c'est l'ensemble de la place qui a des outils plus récents et plus modernes que la Société Générale. C'est vraiment la banque avec les outils les plus archaïques, je dirais. Et c'est sûr, ça fait une vraie différence. Tu as raison. Et quel conseil vous aurez à donner à une personne qui veut exercer le même métier que vous actuellement? Une personne qui est en master, comme nous. Moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de vous spécialiser un maximum. C'est-à-dire que le minimum qu'il faut avoir aujourd'hui en banque, c'est une spécialité dans un domaine. Donc, la gestion de patrimoine, l'entreprise, l'audit, la gestion d'actifs, voilà, ce sont des métiers qui vont continuer d'embaucher. Mais il faut vraiment vous spécialiser et être le plus formé possible, le plus experte possible, parce que la banque, c'est quand même un domaine dans lequel aujourd'hui, on aura besoin de moins de personnel avec l'automatisation, digitalisation de beaucoup d'opérations. Donc, ce qu'il faut, c'est que notre rôle en tant que personne, notre rôle de conseil soit vraiment reste important. Et pour ça, ça se fait vraiment auprès d'une clientèle spécialisée, que ce soit dans le patrimoine ou dans l'entreprise, ou bien dans d'autres sujets, comme je disais, l'audit, ou la gestion d'actifs. Mais il faut vraiment vous spécialiser un maximum, parce que c'est ces profils-là qui seront recherchés et qui seront embauchés beaucoup plus que les généralistes. D'accord. Ok. Moi, c'était tout. Vous avez d'autres questions? Ok. Moi, j'avais une petite question, en fait, par rapport, du coup, là, vous m'avez parlé de la digitalisation. Tout à l'heure, vous nous avez dit que, voilà, votre clientèle, elle était un peu plus âgée que ceux des clients en banque, en portefeuille gestion de patrimoine. Mais comment vous faites, du coup, pour apporter, en fait, du coup, cet aspect nouveau, c'est-à-dire la digitalisation, notamment au niveau des applications où il faut maintenant signer les contrats sur l'application, pour voir le compte, il faut aller sur l'application. Donc, comment vous faites pour, Alors, en il y fait, a un rôle voir de avec les clients? formation, c'est-à-dire qu'il faut expliquer un petit peu plus pour les premières opérations. Et moi, ce que je fais, c'est que je fais de la signature électronique même quand je suis en rendez-vous avec mes clients. C'est-à-dire plutôt que leur faire signer les documents, si les opérations sont éligibles, je vais leur dire on va le faire en signature électronique. Si vous avez votre téléphone, on le valide ensemble. Comme ça, la première fois, j'explique. Je leur dis voilà, vous cochez là, vous allez là. Et les fois suivantes, quand j'envoie les documents, mais qui sont chez eux, ils peuvent être autonomes. Donc, il faut davantage former. Tu ne peux pas envoyer, c'est sûr, les documents comme ça sans avoir expliqué la première fois le chemin. C'est un peu de... Voilà, il faut les éduquer.
Mais ça se fait aussi, hein, parce que c'est des clients qui achètent sur Amazon, qui font la déclaration d'impôt sur Internet, etc. Donc, il faut juste leur expliquer et ça se passe bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être les auditeurs dans la promo, est-ce que vous avez des questions pour Béatrice? Non? Oui, moi j'avais une question. Tout d'abord, je vous remercie, c'était très enrichissant. Et concernant ma question, c'était par rapport à votre suite. Tout à l'heure, vous parliez peut-être d'être dans le conseil, mais sinon, est-ce que vous avez d'autres pistes pour le futur, pour votre profession future? Progresser encore dans l'expertise et à la Société Générale, c'est ma piste principale parce qu'il y a beaucoup de métiers. En second, non, je peux pas. Et en second, ça sera du management, c'est-à-dire être responsable d'une équipe d'un service banque privée, ça sera un beau futur. Ok. Et puis travailler en tant qu'ingénieur patrimonial aussi, vous nous aviez dit aussi, en perspective. Oui. Justement, j'avais une question par rapport à ces ingénieurs patrimoniaux. On est bien d'accord qu'eux n'ont pas d'objectif, par contre. Ils sont plutôt en fonction de support, mais est-ce qu'ils sont également objectivés ou pas du tout? Si, ils sont objectivés sur une collecte de capitaux. D'accord. En collecte de capitaux, mais je ne pourrais pas vous indiquer là, par contre, je ne connais pas. D'accord. Et la plupart des rendez-vous que vous faites, sont plutôt des rendez-vous en binôme justement avec ces ingénieurs ou quelle est la proportion? Non, les rendez-vous en binôme avec l'ingénieur patrimonial, c'est seulement pour les placements entre à peu près 1 million d'euros en fait. Donc, c'est réservé à des grosses opérations. D'accord. Donc, effectivement, donc ça reste quand même assez limité. Moi, j'avais une question aussi, parce que vous nous avez indiqué que vous étiez plutôt sur une prise de poste là, puisque vous ne connaissiez pas encore l'intégralité de vos clients. Alors, on sait que beaucoup de clients sont très réticents à ce changement de conseiller, parce que surtout à la générale, c'est vrai qu'il y a un turnover, hein, on oblige pour une question aussi voilà, de ne pas pouvoir développer d'affinité avec les clients, les conseillers à changer tous les 3 ans en moyenne, hein, dites-moi si je me trompe. Et on sait que les clients souvent sont assez réticents à ça. Est-ce que vous observez, vous, la même réticence sur cette clientèle justement privée? Oui. Aussi? C'est sûr parce qu'une fois que les clients font confiance à leurs conseillers, ils n'aiment pas trop changer et réexpliquer le contenu de leur patrimoine, leurs projets, leurs souhaits. Donc oui, ils ont cette réticence, évidemment, parce qu'ils font confiance. Il y a une relation de personnes et de confiance qui est importante. Donc c'est toujours désagréable pour eux d'avoir rencontré un nouvel interlocuteur. Mais voilà. on l'explique. Puis après un rendez-vous, une fois qu'on se connaît physiquement, qu'on s'est vu, etc., ça fonctionne. C'est ça. C'est vraiment la première prise de contact qui va être extrêmement importante. Oui, tout à fait. Et alors là, par exemple, vous savez que vous êtes en poste sur ce portefeuille-là, vous avez déjà une durée déterminée ou pour l'instant, vous pourriez très bien imaginer rester 4 ans, 5 ans? Oui, c'est la moyenne, c'est un poste d'une durée de 4 ans. D'accord, c'est ça. D'accord. Et alors, par rapport à cette clientèle exigeante, est-ce que vous avez parfois les exigences de clients qui vous sollicitent le week-end? Parce que très souvent, il y a beaucoup d'équipes qui ont posé la question sur l'organisation des journées, voilà, le temps consacré à la clientèle. Est-ce que ça vous arrive? Oui, alors je travaille du lundi au vendredi, donc ils sont volontiers demandeurs le samedi, mais moi, j'ai traité la façon très clairement, j'étais un portable, donc samedi, dimanche, il n'y a pas de message, il n'y a pas je reçois, hein, j'en ai encore reçu hier, suite aux élections, les clients envoient des messages, mais voilà, je les traite que dans mes jours travaillés, comme ça évite les débordements, parce que si vous répondez une fois, après, ils prennent l'habitude. C'est ça. Hein, donc, c'est une discipline en fait d'organisation qui permet de répondre aux exigences de cette clientèle à la fois très exigeante, mais quand même de pouvoir séparer
vie professionnelle et vie privée. Et moi, j'avais une dernière question. Alors, peut-être qu'elles n'ont pas osé vous la poser, mais les objectifs leur font peur, hein, quand c'est vrai qu'on peut comprendre à leur niveau, commençant dans la vie professionnelle bancaire, ça fait quand même, on a l'impression d'objectifs assez importants. Est-ce que vous pourriez indiquer une tranche de salaire quand même annuel quand on est conseiller banque privée? Est-ce qu'il y a vraiment un gap assez important entre le conseiller en gestion de patrimoine, donc la formation qu'ils font aujourd'hui, et leur progression possible en banque privée? Oui, mais alors, en ce qui me concerne, j'ai aussi pas mal d'expérience. Donc, c'est aussi ces années d'expérience qui m'ont permis d'avoir des augmentations et voilà, de valoriser. Je pense que l'embauche d'un conseiller en gestion de patrimoine, c'est autour des 40 000 € aujourd'hui, brut annuel. Et je pense qu'on peut compter au moins presque 10 de plus pour un conseiller banque privée expérimenté. Et après, c'est le variable qui fait aussi la différence. Puisque le variable peut passer du simple au double, en fait. Donc, voilà les niveaux de rémunération. Donc, oui, il y a une différence, évidemment, de rémunération. Ouais. Et est-ce que les objectifs sont complètement descendants ou est-ce que vous avez, vous aussi, un mot à dire par rapport à la faisabilité de ces objectifs? Par exemple, je ne sais pas, moi, un entretien d'évaluation avec… Non, pas du tout, c'est complètement descendant, en fait. Hein. Les deux, hein, c'est descendant, on en discute, mais au final, si vous voulez, ça ne va pas changer beaucoup les montants. Hein, c'est ça. Il y a une discussion qui est prévue, mais il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. C'est ça. Mais ça fait du bien quand même de pouvoir s'exprimer, quoi. On peut le faire. Oui, on peut le faire. Merci. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions dans l'équipe ou hors équipe sur nos auditeurs. Bonjour. Moi, j'ai une petite question. Je vous remercie pour cette conférence. Et je voulais juste savoir, il y a combien de postes à peu près de banquiers privés au sein de la Société Générale et comment vous êtes sectorisé s'il y a des différents secteurs? Je vais être un peu embêtée parce que je ne sais pas si je connais bien tous les chiffres. Sur le site où je travaille, on est 5 pour à peu près 50 agences. Non, 40, un peu plus de 40 agences. Sur Paris, on a une cinquantaine de banquiers privés. Et c'est sectorisé, c'est découpé en fait par région. Sud de Paris, ouest, nord et est. Et évidemment, là où il y a géographiquement le plus de conseillers banques privées, c'est Paris, où la clientèle patrimoniale est la plus présente. Donc, il y a des postes, il y a du turnover régulier. On est quand même un certain nombre à faire ce métier-là. Maintenant, au niveau régional et national, je suis désolée, je ne connais pas bien encore les… Non, mais non, il n'y a pas de souci. Je vous remercie. Et malgré que votre service soit payant, vous réussissez à avoir quand même une bonne base client. En fait, c'est comme la BNP un peu avec leur CGP, si je ne me trompe pas. Oui. Ok. Oui. Bah, les clients ont l'habitude de payer pour le conseil. Hein. Comme je disais tout à l'heure, quand ils vont voir leur avocat, leur notaire, donc dès l'instant où ils veulent avoir un service particulier, ils ont l'habitude de payer pour ça. Hein. Donc ils le comprennent pour la banque aussi. D'accord. Ok. Moi, je vous remercie. Avec plaisir. J'avais aussi une question, parce qu'on sait que nous, c'est payant la banque privée au niveau de Société Générale, mais vous qui avez travaillé à LCL, vous savez si c'est payant aussi? Non, ce n'était pas payant. C'était pas payant, c'était un choix qu'avait fait la banque en fait. Après, voilà, chaque établissement fait des choix différents. En l'occurrence, là, c'était pas payant. Le premier à avoir fait payer le service bancaire, c'était la BNP, pour revenir à la question de Quentin. S'il y a une question d'image, de marketing, c'est aussi du PNB supplémentaire pour la banque. Oui. C'est des conditions tarifaires qui sont décidées par chaque société. C'est pas toujours payant, effectivement. D'accord. Ok. Merci. Plus de questions?
Non, je pense que c'était extrêmement complet, extrêmement intéressant, hein. Merci beaucoup, Béatrice, pour cette intervention. Alors, il y a une chose qu'on peut faire quand même en distanciel, c'est que tout le monde ouvre ses micros pour applaudir votre intervenante. Ouvrez tous les micros et on peut applaudir à distance. Voilà. Merci pour cette voilà. Merci pour cette participation. C'était la première fois cette année qu'on a eu l'occasion d'avoir quelqu'un qui intervient en banque privée. Et effectivement, c'est une autre vision de la banque. C'était vraiment très complémentaire et très enrichissant. Merci infiniment. Je vais arrêter l'enregistrement et puis je vais laisser